Vous m'entendez comme ça? Pour la cassette. Donc je vais essayer d'être clair sans suivre un schéma préparé à l'avance, parce que la défense, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit nationale, c'est là-dedans que ça se passe. Nous vivons dans un pays où il est sûr et certain que les trois quarts des gens aujourd'hui sont mûrs pour l'esclavage. C'est sûr et certain. Vous êtes là, ça prouve déjà que vous avez un peu réagi, que vous avez envie de réagir. Il ne s'agit pas non plus de réagir n'importe comment et d'apporter à nos adversaires des armes contre nous. Jusqu'à présent, ils réussissent à nous marginaliser, ils réussissent à nous tenir à l'écart en nous reprochant des choses qui ne sont pas les nôtres, en nous parlant d'un programme qui n'est pas le nôtre. Lorsqu'il y a un débat à la télévision, Tartemol passe la parole à Tartemol, qui repasse la parole à Tartemol, ils sont tous contre le Front National et ils parlent tous contre le Front National. Il n'y a jamais personne pour parler du Front National au milieu de gens qui nous attaquent, jamais personne pour répondre. Et tous les petits PD de la télé et de la radio en remettent parce qu'il y va de leur avenir, il y va de leur carrière. C'est sûr et certain que le gars qui n'attaque pas Le Pen, qui lorsqu'il passe chez tel ou tel présentateur ou telle présentatrice, ne met pas sa petite crotte sur la tête de Le Pen et son tonneau de merde sur le Front National, n'est pas réinvité à la télévision. Ce qui compte, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la façon de parler, ce n'est pas la façon de raconter l'histoire, c'est la façon d'attaquer le Front National. Et lorsque l'on voit l'ampleur que cela a pris aujourd'hui, où sur chaque télé, chaque radio, à la même heure, bien souvent, jour comme nuit, puisque les télés et les radios maintenant fonctionnent la nuit, les mêmes phrases, les mêmes intonations, les mêmes mots qui reviennent à la surface. Bien, nous, les vieux, les anciens, on a connu cela, ça s'appelait la guerre psychologique. Et le général de Gaulle disait, la guerre psychologique, ça n'existe pas. À la guerre, on avance ou on recule. Il s'était gouré. La guerre psychologique, ça existe. Quand on avait dit, l'Église est en train de se pourrir de l'intérieur parce qu'ils font rentrer dans les séminaires des jeunes marxistes ou aux idées marxistes, des gens disaient, mais enfin, ça n'est pas possible. Un gars qui est marxiste n'a pas du tout envie de devenir prêtre. Si, il a envie de devenir prêtre, de devenir un prêtre marxiste ou un prêtre gauchiste. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui, et nous avons aujourd'hui même des évêques, beaucoup plus d'évêques gauchistes que d'évêques dans la tradition de l'Église. De toute façon, quand le pape dit quelque chose, moi, le grand rabbin d'Israël peut raconter ce qu'il veut à ses ouailles et donner les ordres et les consignes qu'il veut aux gens de sa religion, je ne m'en inquiète pas et je ne vais pas faire de discours contre ce qu'il a décrété. Mais dans ce pays, tous les athées, tous les anticatholiques, tous les gens qui ne vont jamais à la messe de leur vie, enregistrent dans leur tête ce que déclare le pape, et ce que déclare le pape, alors que c'est à l'adresse des chrétiens et pas à l'adresse d'autres personnes, est toujours catalogué, traîné dans la boue et transformé. Ce qui prouve quand même que la guerre, telle qu'elle doit être faite aujourd'hui, est aussi une guerre psychologique. Et là, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Parce que, par exemple, je sais que certains d'entre vous s'intéressent au mondial. Il y en a d'autres qui ne s'intéressent pas au mondial. Moi, quand la France est engagée dans un match, je préfère qu'elle gagne plutôt qu'elle perde. Il est incontestable. Et ça aussi, ce que je vous raconte, c'est le combat politique. C'est l'armée d'aujourd'hui. Parce que tout ça se chevauche, tout ça est lié. Le combat, les armes à la main dans des unités régulières de la République, et le combat aussi de la tête et de l'esprit dans la vie de tous les jours. Certains journaux de chez nous faisaient remarquer qu'on dit un Noir, un Africain a marqué un but.
il est guadeloupéen ou martiniquais, je crois, le gars. Il est français. Seulement, ça ne fait pas plaisir de le dire. Eux, ça ne les arrange pas, puisqu'ils font la lutte des races qui essayent de remplacer la lutte des classes. Eux, il faut que ce soit un Africain. Pourquoi? Parce que cet Africain, on a été bien content de l'avoir, même s'il est martiniquais et qu'il est français depuis toujours, qui touche les allocs, qui touche tout. Mais le gars qui est là, qui est rentré clandestinement, qui marquerait un but, c'est pas le cas de celui-là. On est bien content de l'avoir. Il a marqué un but, en oubliant de dire que si un Breton, un Auvergnat ou un Corse avait été recruté dans l'équipe de France, peut-être que l'Auvergnat, le Breton et le Corse auraient marqué le même but. Voilà le résultat de l'affaire. Donc, c'est la guerre. C'est la guerre de tous les jours, c'est la guerre des mots. Et que ce garçon, apparemment sympathique, qui a d'ailleurs déclaré que toute la politique qui entourait le foot ne l'intéressait pas, s'il est martiniquais, guadeloupéen, réunionnais ou guyanais, à la différence de certains, moi je le considère comme français. Moi, d'ailleurs, je considère comme français des gens qui sont fiers d'être français, quelle que soit la couleur de leur peau ou leur religion, mais qui ne nous emmerdent pas avec leurs origines. Voilà. Quant aux gens venus de l'étranger et qui rentrent chez nous, ce que je leur demande, c'est d'être en règle, et même quand ils sont en règle, de fermer leur gueule. Voilà, c'est pas compliqué. Et comment peut-on dire aux gens qu'ils doivent fermer leur gueule? Mais moi, j'ai parcouru la planète. J'ai parcouru la planète comme parachutiste, mais ensuite, pendant 17 ans, je l'ai parcouru comme grand reporter, à la cadence de 20-22 jours par mois. Ça n'est pas rien. Qu'est-ce que je faisais quand j'arrivais dans un pays étranger? Je fermais ma gueule. Je fermais ma gueule parce que si j'avais été mis au trou en faisant quelque chose que je ne devais pas faire, c'est pas l'ambassade de France qui serait venue me sortir. Bien au contraire. Hein, le petit PD de l'ambassade serait venu me voir. Hein. Oui, je regrette, je dis le petit PD parce que tous les attachés d'ambassade que j'ai connus à l'étranger étaient tous plus ou moins PD. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai rien de spécial contre les PD, dès l'instant où ils draguent pas les gosses, dès l'instant où ils veulent pas se marier, dès l'instant où ils veulent pas fonder une famille, dès l'instant où ils veulent pas adopter des gosses, bon, ils sont PD, libres à eux, mais eux aussi qui nous lâchent un peu, Voilà, voilà. Alors, ce que je vous dis là, c'est la simplicité même, mais c'était le travail du 5e bureau dans l'armée pendant la guerre d'Algérie. Et le 5e bureau, pendant la guerre d'Algérie, avait très bien réussi son travail. Il faut quand même bien préciser les choses. Nous n'avons pas perdu la guerre d'Algérie. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que, au mois de juillet 98, Roger Hollande, dans son château, dans le château du CNC à Neuvy-sur-Barangeon, vient nous dire que la France n'a pas perdu la guerre d'Algérie, mais quelle importance? Mais ça a une importance capitale. Ça a une importance capitale, une importance primordiale, parce que les jeunes dans les quartiers, ils pensent qu'on a perdu la guerre. Ils pensent, comme disait Nasser, que les parachutistes français étaient des petits soldats parfumés. Nasser, il avait certainement jamais été dans une chambrée de parachutistes pour dire qu'ils étaient parfumés, mais enfin, ça c'est une autre histoire. Voilà comment on écrit l'histoire politique. Voilà comment ils font la guerre politique. Lorsque les jeunes qui ne veulent pas s'intégrer, il paraît qu'ils s'intègrent avec le mondial. On va revenir sur ces questions parce que la guerre, elle est là. La guerre, elle est là. Où on fait cette guerre-là, où c'est foutu, ça n'est pas la peine d'avoir une armée. Parce que comme je le dis toujours, nous sommes partis faire la guerre. Désignés par la République, par les gouvernements légaux de la République pour aller faire la guerre, en Indochine ou en Algérie. Et nous, comme des cons, ces guerres, on a essayé de les gagner. Parce qu'un soldat doit aller à la guerre pour gagner la guerre. S'il n'a pas cette idée en tête, il vaut mieux qu'il reste chez lui et il vaut mieux que l'argent qui est dépensé pour l'armée serve à toute autre chose. Une armée est faite pour se battre et pour gagner.
Et un soldat peut mourir, doit même mourir si cela est nécessaire à son pays et si ça sert les intérêts de son pays. Voilà des choses nettes, claires et précises. Et quand vous... Alors demain, tout comme aujourd'hui, mais bien pire encore, nous serons confrontés à cela. Je vous ai lu 20 fois pour ceux qui m'ont vu dans des meetings à l'extérieur, je vous le dis ici à chaque fois. Vous connaissez le comité de Bilderberg, vous connaissez tous ces comités dont font partie des grands hommes politiques français, qu'ils soient de droite, de gauche molle, de gauche tendre, de droite pourrie, ils sont tous là-dedans. Les Barre, les Giscard, les Chirac, tout le monde est accoquiné à l'échelon internationaliste. Et par exemple, le comité de Bilderberg ou le comité de Davos, l'article 1 de leur programme, c'est la suppression des frontières et l'anéantissement de l'esprit de nation. Là, ils étaient bien emmerdés au mondial, avec les Croates qui étaient super nationalistes. Ils ne savaient pas comment expliquer la chose. Et comment un petit peuple de 4 ou 5 millions d'habitants, sortant d'une des guerres civiles les plus atroces qu'il y ait eu, a ce dynamisme et encourage avec un tel panache son équipe. Bien, moi, à la différence de ce qu'ils disent eux, je pense que ça, c'est du nationalisme bien placé. Parce que là aussi, quand on se bat, même dans le sport, on doit faire honneur à son pays. Et moi, j'attends encore qu'une championne de course à pied ou qu'un champion de natation ou qui s'est entraîné dans des considérations club Méditerranée avec entraîneurs spécialisés, avec masseurs spécialisés. On amène papa, maman, la bonne, on loue des villas aux États-Unis pour recevoir toute la famille. Donc tout ça coûte un pognon fou au peuple français. Et lorsqu'ils ont gagné, il n'y en a pas un seul qui dit je dédie ma victoire à la France. Eh bien moi je me bats pour qu'un jour, quand nous serons au pouvoir, les gens choyés du sport dédient leur victoire à la France, et s'ils ne la dédient pas à la France, eh bien ils iront voir ailleurs si c'est mieux. Voilà. Parce qu'en définitive, dans la vie, il faut savoir dire oui quand c'est nécessaire, mais il faut savoir dire non. Ce matin, j'étais au camp cadet en bas, et j'essaye vraiment cette année de les former complètement. Pour la première fois, j'ai 2 cadres qui ont 18 ans, qui ont eu 18 ans au camp, et qui sont nommés major et premier major et deuxième major, c'est 2 filles. Bon. Eh bien, ce sont des filles que j'ai éduquées ici, qui sont avec moi depuis 5 ans. Elles ne connaissaient rien, je leur ai appris à devenir cadre, à devenir scout, à avoir cet esprit. Et quand je vois, par exemple, les parents de ces enfants, là aussi, il faudra faire la guerre. Là aussi, il faudra faire la guerre, parce que c'est dramatique. L'année dernière, au moment du baptême de la promotion, après le triomphe qui s'était passé là, magnifique, d'ordre, de tenue, de beauté, de chant clair et net de ces enfants, il y avait eu un grand repas en famille. Et puis, à la fin du repas, c'était les adieux. Certains parents partaient en emmenant leur lardon sans même me dire au revoir, sans même me dire merci, comme ça, comme des chiens. Et encore, le chien, on fait attention qu'il ait une bonne place dans la bagnole. Bon, alors là, ils étaient partis. Et puis, une maman vient, puis me dit, elle amène son gosse. Et c'était un des plus beaux cadets que j'avais eu cette année-là. Il était mignon, genre affiche, engagez-vous au Cadet de France ou Saint-Cyr, votre avenir, enfin vraiment une gueule d'affiche. Et elle me dit, Léon, appelons-le Léon, a perdu 2 slips, 3 paires de chaussettes, Bon, et je me tourne vers le Léon en question, et je lui dis, je te félicite déjà d'avoir dit à ta mère que tu avais perdu, et non pas qu'on t'avait volé, parce que ça me fout en transe. Alors, félicitations d'avoir dit que tu avais perdu, mais je vais te poser une question. Comment peux-tu avoir perdu des choses alors que le linge est ramassé par équipe, donné à laver dans sac par équipe et rendu par équipe, et que depuis 8 jours nous préparons le départ, la fin du camp, et que tous les jours on contrôle les vêtements? Comment as-tu pu faire? Ne recommence surtout pas. Et sa mère
me dit, mais dites donc, monsieur, je ne l'ai pas envoyé au bataillon d'Afrique ni à la Légion étrangère. Mais j'ai dit, madame, vous avez raison, l'année prochaine, vous le garderez, parce que moi, je ne fais pas garderie d'enfants. Voilà où en sont les parents aujourd'hui. Vous voulez un autre exemple? Une femme de colonel vient me voir après le triomphe et me dit, mais monsieur Hollande, c'est beau tout ça, mais enfin, ces enfants, femme de colonel d'active, c'est là qu'on voit la dégringolade, hein? C'est beau tout ça, mais garde à vous, repos, la Marseillaise, le drapeau qui monte, vous ne pensez pas que vous les traumatisez? Madame la colonelle, rassurez-vous, parce que je vais vous rassurer de suite. L'année prochaine, je leur vendrai de la drogue, ceux qui n'ont pas d'argent, je la leur donnerai et je vais les sodomiser. Comme ça, je pense que je serai dans le vent de l'histoire. Eh bien, voilà, le vent de l'histoire en est là aujourd'hui. Une femme de colonel d'active, hein, eh bien, me demande si ça ne va pas traumatiser les gosses de chanter la Marseillaise et de saluer le drapeau qui monte. Alors, je m'aperçois en parlant que cette cassette enregistrée ne sera certainement pas diffusée parce qu'elle est indiffusable. Enfin, ça n'a guère d'importance. Je préfère parler avec mon cœur. Je ne vais pas employer la langue de bois. Je pense que d'autres orateurs du Front aujourd'hui parlent exactement comme moi. Nous sommes quand même une bonne équipe dans ce mouvement à avoir compris où était le combat et vers quoi nous devons aller. Alors l'armée, telle qu'elle est aujourd'hui, d'abord, il reste quelques bonnes unités qui se sont maintenues pendant des décennies, alors que l'Église, la France, tout partait en bidrouille. Certaines unités se sont bien tenues. Il faudra voir dans un an ou deux ce que cela va devenir. Aujourd'hui, on ne le sait absolument pas. Parce que dès l'instant où l'État brise des unités entières et fait du recrutement de menuisiers, de boulangers, de charcutiers, de plombiers, ça n'est pas comme ça que les choses se passent. Quand on veut créer une armée, on recrute des soldats. Des soldats. Et ensuite, parmi ces soldats, si c'est nécessaire, on crée les corps de métier. Et si le gars était plombier, charcutier ou menuisier dans le civil, on lui donne la priorité sur les autres pour exercer sa profession dans les armées, si l'armée moderne a besoin de cela. Bon, mais il est sûr et certain que c'est en cassant totalement l'esprit. Mais voilà quelques années que ça dure. C'est un cadet qui voulait faire Saint-Cyr et qui a été refusé. On a réussi à avoir son livret. Pourquoi il avait été refusé? Sort d'un mouvement de jeunes d'extrême droite trop militariste. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, l'armée française ne se battra demain que si elle croit à son pays. Mais un homme se bat de préférence pour défendre sa région, sa province, son pays, c'est-à-dire sa patrie. S'il n'a pas envie de défendre sa région, sa province, sa famille, sa patrie, pourquoi irait-il se battre pour une Europe qu'il ne connaît pas? L'Europe du fric et du bas-ventre, parce que ça n'est pas autre chose, l'Europe qu'ils sont en train de nous fabriquer. Alors je sais très bien qu'on nous montre des unités franco-allemandes, franco-italo-espagnolo-allemandes. Bon, tout ça, ça défile bien. Bon, mais comme il n'y a pas d'ennemis en face, on ne saura jamais ce qu'ils valent exactement. Et si un jour il y a un ennemi coriace en face, il sera peut-être trop tard pour faire le test, parce que c'est plus à Bordeaux qu'on sera, mais c'est au détroit de Gibraltar. C'est sûr et certain. Donc une armée, ça ne s'improvise pas. Au même titre que vous, en tant que cadre politique, ça ne s'improvise pas non plus. Lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, surtout si c'est un peu tordu, dites un peu au fond de vous-même, est-ce que je sers vraiment le combat politique de mon parti? Est-ce que je sers vraiment ma patrie en faisant cela? Croyez-moi, à une époque où la morale n'existe plus, c'est très important de le faire. Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Personne n'exigeait que personne ne respecte exactement cette morale. Mais la morale existant, le tordu ou le pourri qui sortait vraiment de cette morale savait qu'il faisait quelque chose qui n'était pas très droit et qui n'était pas très juste. Comme tout est parti à volo,
On en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est morte d'overdose dans un bar en Belgique. C'était la fille d'une prostituée qui l'avait confiée au patron du bar, et le patron du bar la faisait monter. Elle montait avec des clients, et comme la gamine hurlait trop, eh bien, il la bourrait de drogue. Eh bien, si nous étions au pouvoir, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte, parce que c'est comme ça qu'il faudra que les choses se passent si on veut que notre patrie et le monde occidental survivent à la vague de merde qui est en train de se déclencher. Les histoires de pédophilie actuelles ne sont pas réglées parce que dans les plus hautes sphères de l'État et de la justice, des hommes sont impliqués dans ces affaires et freinent. On pouvait se demander si, quand on voyait 100 000, 200, 300 000 personnes avec des brassards blancs ou des drapeaux blancs descendre dans les rues en Belgique, si le soir il n'y allait quand même pas y avoir une révolte, quelque chose. Si des bâtiments officiels n'allaient pas être incendiés. Ils n'ont pas été incendiés. Et la révolte est tombée, parce qu'on a réussi aussi là à raconter n'importe quoi aux gens. Un pays, un État, une région du monde qui permet ce genre de choses est condamné à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie, et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Alors l'armée française de demain, il faut attendre pour voir ce qu'elle sera. Elle est en gestation aujourd'hui. Des milliers, des dizaines de milliers de jeunes ont postulé pour s'engager. Ils ne les engagent pas pour l'instant parce que les grosses têtes qui avaient fait le budget de l'armée n'avaient pas calculé les soldes des engagés. Ils avaient fait le budget avec les soldes des appelés, donc ils n'ont pas le pognon pour payer les engagés. Oubliant qu'un engagé, ça se paye normalement, ça a une paye correcte. Parce que si c'est pour faire une armée de smicards, là aussi, ça n'est pas la peine. Si c'est pour faire comme à une époque, ou des caporaux mariés avec 2 ou 3 enfants, aller à la cantine le midi rafler ce qui restait de bouffe pour emmener le soir à la maison, bien ça n'est pas la peine non plus. Une armée doit être considérée honnêtement comme quelque chose de prestigieux. Moi, dans mon unité, j'avais rassemblé tous les cabots-chefs parce que tout le monde croit que j'étais général, que j'étais colonel. J'étais rien du tout. Moi, j'étais sous-offre, mais j'étais l'exemple de mon bataillon. Et tout le monde me suivait. Et quand Roger disait quelque chose, eh bien, le colonel en tenait compte. Mais pour ouvrir ma gueule, pour monter au cocotier, j'essayais, là aussi, d'avoir le slip propre. Ça me fait doucement rigoler, tous ces mecs qui prétendent. J'ai dit au général, allez vous faire foutre, ou j'ai dit au colonel, mais tout ça, c'est de la rigolade. C'est Rambo, tous les soirs à la télévision.
Aux parents, dans les unités d'élite, oui, on pouvait ouvrir sa gueule, mais il fallait mériter d'ouvrir sa gueule. Eh bien moi, toute ma vie, j'ai essayé de le mériter. Et j'ai essayé d'avoir autour de moi des copains qui étaient capables de crever. 2, 3, 4 copains se faisaient blesser pour aller chercher un copain qui restait sur le terrain. On ne laissait jamais une arme à l'ennemi. On ne laissait jamais un poste radio. On s'est battu par idéal pour une patrie que l'on voulait magnifique, que l'on voulait belle. Ils ne méritaient pas, tous ces salauds qui gouvernent ce pays depuis 40 ou 50 ans, que des jeunes donnent leur vie. Mais je ne regrette pas que les copains aient donné leur vie. Je ne regrette pas, moi, d'avoir été blessé plusieurs fois au combat, parce que on avait l'idéal du bataillon, l'idéal du béret que l'on portait sur la tête, quelle que soit la couleur de ce béret, et on se tapait pas mal des gouvernants et de tous ces pourris de Paris, du Sénat ou de l'Assemblée nationale ou de l'Élysée ou des Palais Bourbons. Nous, on représentait la France, et face aux Viettes et face aux Fels, on n'était pas toujours des héros, mais on essayait d'être des hommes dignes de ce nom, en définitive, en un seul mot, des Français qui se battaient pour que vive la France.